La ville de demain, elle est forcément plus cyclable, elle est plus marchable et elle est plus agréable. On n'a pas peur de se faire renverser. On se déplace avec beaucoup de plaisir. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On the Way, je suis Benoît Tolence, j'ai 35 ans et je suis entrepreneur. Moi, j'ai un peu découvert l'entrepreneuriat par hasard. Je pense que c'était quelque chose qui sommeillait en moi depuis longtemps maintenant. Vraiment de manière hasardeuse, vraiment, je pense que c'est ça le terme. Et le projet aujourd'hui qui m'anime, c'est un peu de manière rétroactive, quelque chose qui est tout à fait naturel et qui fait sens en fait. Quand on commence à devenir entrepreneur, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors bien sûr, on peut parfois saisir des cordes et sortir de ce gouffre dans lequel on est tombé quand on tombe dans l'entrepreneuriat. Mais globalement, moi, c'est ce qui me permet de rêver, je pense, puisque c'est une formidable façon de pouvoir faire des choses dans ce monde. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui rêve et qui bouge. Et je pense qu'entreprendre, c'est un peu ces deux choses-là à la fois. C'est en tout cas faire bouger les choses pour aller vers son rêve. Mon réveil écologique, c'est important d'utiliser ce terme-là, puisque j'ai encore l'impression d'être encore un peu endormi. Mon réveil, je l'ai fait il y a, on va dire, 6 ou 7 ans, mais je ne suis pas encore totalement réveillé et je pense que je suis en train de me réveiller d'un mauvais rêve. Je dis ça parce que plus, en fait, je creuse le sujet et plus je découvre des choses. Donc c'est un peu comme quand on se réveille d'un mauvais rêve, d'un cauchemar. On essaye de se souvenir un petit peu pour savoir ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. Et donc moi, quand je creuse, quand je regarde un petit peu en 35 ans de vie ce qui s'est passé, je me rends compte que j'étais quand même très inconscient des choses et je le suis encore probablement beaucoup. Donc je suis encore un peu dans mon lit en train de végéter et de me rendre compte de choses que je découvre au fur et à mesure. Par exemple, il y a encore une époque pas si lointaine, je partais 3 semaines en vacances à Bali en pensant que c'était pas grave puisque de toute façon, par ailleurs, je ne consommais quasiment plus rien de neuf. J'avais juste pas en tête les ordres de grandeur. Donc les ordres de grandeur, c'est à peu près 2 tonnes, voire plus pour Bali. C'est 2 tonnes 5, 3 tonnes, je pense, l'aller-retour en avion. Alors que ma consommation quotidienne de biens était probablement inférieure à 1 tonne sans souci, même plutôt 500 kilos, etc. Voilà, en termes de réduction, j'avais peut-être un potentiel plus élevé à ne pas partir à Bali que finalement à arrêter drastiquement ma consommation. C'est pas un choix qu'on doit faire, il faudrait faire les deux. Mais en tout cas, il faut arrêter de se mentir, je pense. C'est surtout ça qui est important, de penser que parce qu'on fait quelque chose de bien d'un côté, on peut continuer à faire des choses moins bien de l'autre. Sans cap, c'est un peu de manière rétroactive quelque chose qui est tout à fait naturel et qui fait sens en fait. Puisque c'est un peu la croisée de 3 chemins, de 3 choses qui sont importantes pour moi. Premièrement, mon souhait de continuer à entreprendre. Comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on tombe dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de s'en sortir. La deuxième chose qui m'anime aujourd'hui autour de ce projet, c'est mon envie de participer à la transition écologique. Et la troisième chose, c'est mon côté, disons, geek de la mobilité. Le mot geek, en fait, c'est plutôt pour définir une passion qui peut, selon moi en tout cas, et de l'extérieur, être vue comme étrange. À l'époque où on avait beaucoup de services de trottinettes en libre service, j'avais, je pense, en tout cas c'était un de mes objectifs, toutes les applications sur mon téléphone. Donc entre-temps, j'ai arrêté d'ailleurs ces services-là pour reprendre un peu le vélo quelque part. Mais à cette époque-là, j'avais, il me semble, une douzaine d'applications qui reflétaient à peu près le nombre de services que vous aviez à Paris et donc aussi qu'on pouvait retrouver dans d'autres grandes villes. Et donc ces 3 choses-là, donc vouloir entreprendre pour finalement la transition écologique et ma passion, mon geek de la mobilité, ont donné lieu à 100K. Donc ça, c'est un peu pourquoi moi, j'ai eu envie d'entreprendre et pourquoi j'ai eu envie de monter ce projet-là. Je suis tombé par hasard tout à l'heure sur la pub de la nouvelle Renault 5 qui vient d'être annoncée à l'heure où on enregistre. Donc une Renault voiture électrique très bien, qui rappelle en plus de bons souvenirs à certains d'entre nous. Donc, à la fin de cette pub, en fait, on voit cette voiture, comme pour d'autres pubs en fait, de voitures, seule sur la route. Ça, en fait, c'est quelque part un peu un mensonge qui nous a mis en tête que la voiture, c'était la liberté. Alors bien évidemment, la voiture, elle permet plein de choses. Elle permet de partir loin quand on veut.
encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de congestion, mais globalement, elle permet cette liberté, ça c'est vrai. Par contre, aujourd'hui dans les villes, elle nous contraint quand même beaucoup. Et moi, en fait, donc j'ai la chance, aujourd'hui en tout cas, d'habiter dans une grande ville et donc de ne pas avoir besoin, en tout cas de ne pas avoir éprouvé le besoin d'acheter une voiture. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que j'étais un peu geek de mobilité, et notamment un de mes autres travers, ça aurait pu être un troisième exemple, c'est aussi de collectionner les services d'autopartage. Alors je le fais cette fois-ci non pas juste par pur plaisir, mais aussi parce que j'y trouve des usages différents. Il y a plein de façons de faire de l'autopartage. Déjà, il y a entre particuliers, il y a des entreprises qui le permettent également. Il y a des sociétés qui permettent de le faire, ce qu'on appelle en free floating, donc de prendre la voiture, de la déposer à un autre endroit. Il y a des services qui sont nationaux, des services qui sont régionaux, voire très locaux. Et il y a également des services qui nous permettent de les prendre dans un parking déjà payé et de la ramener au même endroit. Donc en fonction de l'usage, en fait, on ne va pas utiliser le même service. Et donc moi, en fait, ça me permet parfois de prendre un camion. Par exemple, quand j'ai besoin de déménager, bien entendu, ça les gens ont l'habitude de le faire, mais ça peut me permettre aussi de prendre un van 9 places pour partir avec 8 amis. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, voire 8 collègues d'ailleurs. Et donc finalement, c'est ça la liberté pour moi, c'est justement de ne pas être propriétaire et enfermé dans l'usage d'une voiture. Quelque part, je pense que ça peut être intéressant de dire que j'ai rien contre la voiture. La voiture, encore une fois, permet plein de choses. Et globalement, j'aime bien conduire. Et justement, c'est aussi parce que j'aime bien conduire que j'aime cette diversité et la possibilité en fait de pouvoir conduire plein de voitures différentes et aussi en fonction de mon usage et de me garantir que justement j'ai dimensionné mon usage par rapport à mon besoin. Et je donnais cet exemple, quand on est neuf, c'est toujours mieux de prendre qu'une seule voiture de 9 places, en l'occurrence un minibus, que de prendre du coup 2 ou 3 voitures. Il y a pour un entrepreneur encore peut-être plusieurs opportunités, mais globalement, le constat qu'on a fait, c'est que entre les transports en commun, les services de location de voitures, de vélos, parfois de trottinettes quand c'est encore autorisé, des services d'autopartage, il y a énormément de services qui existent. Maintenant, effectivement, ils ne sont pas forcément connus, ils ne sont pas forcément bien développés. Si on parle des transports en commun, il y a peut-être encore des problématiques de fréquence, voilà, ce genre de choses. Mais c'est plutôt de l'ordre, en tout cas selon nous, des pouvoirs publics, d'améliorer éventuellement ces alternatives à la voiture. En dehors des grandes villes, donc quand on parle de petites villes, de zones rurales, éventuellement de campagnes, donc de zones vraiment faiblement denses, les alternatives à la voiture sont non pas inexistantes, mais en tout cas beaucoup moins importantes, beaucoup moins présentes. C'est cette problématique-là qu'on a voulu répondre avec Sanka, en offrant non pas une solution de mobilité qui permet dans tous les cas de remplacer la voiture. Bien évidemment, on n'est pas naïf vis-à-vis de ça. Déjà, nous, on va commencer à offrir une solution vélo. Donc le vélo, c'est pour les courtes distances quotidiennes. Ce serait mentir que de dire qu'on va faire des distances de 30 km à vélo. Ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas. Par contre, pour des distances courtes, notre mission et notre souhait, c'est d'offrir une solution vélo qui soit viable là où justement, aujourd'hui, la voiture est reine, et donc notamment en dehors des grandes villes. Et où justement, il n'existe que très peu d'alternatives et où les pouvoirs publics ont finalement moins de marge de manœuvre que dans les grandes villes où on a beaucoup de densité. Nous, on parle d'alternative à la deuxième voiture. Là, encore une fois, on n'est pas naïf vis-à-vis du sujet. Aujourd'hui, les voitures, elles sont dimensionnées à leur pic d'usage, c'est-à-dire qu'on fait des modèles de voitures qui ont quasiment toutes 5 ou au moins 4 places, qui ont toutes des grands coffres. Vraiment, quand on dit pic d'usage, c'est une voiture pour 5% de son utilisation, c'est-à-dire quand on part en vacances, quand on part en week-end avec toute la famille. Et on a voulu faire l'inverse avec une solution vélo qui, elle, est dimensionnée au juste besoin et donc pour des usages quotidiens. Et donc, quand on parle d'usage quotidien, on parle plutôt de second véhicule, puisque aujourd'hui, malgré tout, quand on a une première voiture, on a envie effectivement qu'elle puisse nous permettre de partir en week-end ou en vacances. Par contre, la deuxième voiture, elle peut plus facilement être remplacée par un vélo. Personne ne part en vacances avec sa deuxième voiture. Et souvent, quand je dis ça, les ménages qui ont plus de 2 voitures savent très bien quelle est la première, quelle est la deuxième, éventuellement quelle est la troisième. Le vélo s'appelle Bob. Bob, ça vient de plusieurs choses, et notamment de Sanka, puisque Sanka, c'est un des héros du film Rasta Rocket. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est assez intemporel, qui est drôle, qui raconte aussi une belle histoire. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'aventure de Rasta Rocket, c'est l'équipe de Jamaïque qui s'inscrit au bobsleigh, donc aux Jeux Olympiques d'hiver. Ils vont, je ne sais plus s'ils gagnent au final, j'ai un doute sur le fait qu'ils gagnent ou pas les Jeux Olympiques d'hiver, mais en tout cas, ça montre que, en gros, tout est possible. Et donc, quand on est en train de construire le futur,
je trouve que c'est une référence qui est assez sympa. Donc Sanka, voilà, c'est à la fois l'espérance, l'espoir d'un monde un peu plus vertueux. Et Bob fait référence donc au bobsleigh. Cette alternative à la voiture, qui est un vélo cargo quadriporteur. Pour que vous puissiez vous imaginer ce à quoi ressemble notre vélo, on pourrait déjà présenter ce que c'est que le vélo cargo, parce que c'est pas forcément quelque chose de très connu. Aujourd'hui, il y a globalement 3 typologies de vélo cargo. Le premier, c'est ce qu'on appelle un long tail, donc c'est un vélo en français qu'on dit rallongé. Bon, pourquoi ? Parce qu'à l'arrière, en fait, on a globalement fait un porte-bagages plus grand. Donc, on peut y asseoir un adulte, voire 2 ou 3 enfants. La deuxième catégorie de vélo cargo, c'est ce qu'on appelle des biporteurs. Biporteur parce qu'il y a 2 roues, donc bi pour le nombre de roues. Et ensuite, le bac est très souvent à l'avant. Donc biporteur, c'est un vélo avec un bac à l'avant. Alors il existe des biporteurs avec des bacs à l'arrière, mais je pense que c'est 0,1% du marché. Même moi, je n'ai jamais vu. Donc si vous en voyez un, appelez-moi. Et donc la dernière catégorie, qui est finalement le vélo le plus gros, c'est ce qu'on appelle un triporteur. Donc il y a le vélo rallongé, le biporteur, le triporteur pour 3 roues. Et cette fois-ci, on a un vélo avec un bac qui est à l'avant, dans la plupart des cas, pour le transport de personnes, éventuellement de petites marchandises, donc pour des particuliers. Et ce qu'on voit souvent aussi dans les grandes villes, c'est qu'on a des triporteurs avec une charge à l'arrière, donc un bac à l'arrière cette fois-ci, plutôt pour de la livraison, pour ce qu'on appelle le transport du dernier kilomètre. Et donc nous, on propose un quadriporteur. Et donc si vous avez suivi, c'est 4 roues. Nous, on aime penser que c'est un vélo qui a les codes de la voiture, notamment parce qu'il a 4 roues. Le fait d'avoir une coque finalement qui vient protéger le cycliste va donner effectivement des airs de voiture. Maintenant, ça reste bien un vélo. Et juste pour se donner quelques ordres de grandeur, pour s'imaginer la taille, c'est vraiment une toute petite voiturette, si on veut la comparer à la voiture. Donc c'est la dimension d'une Smart en 2 fois moins large. Et pour se donner aussi d'autres ordres de grandeur, au niveau de la batterie, pour tenir jusqu'à 50-60 km, on a besoin d'une batterie qui est 50 fois plus petite qu'une Zoé. Donc les Zoé, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la voiture de Renault qui aujourd'hui est considérée comme une petite voiture électrique. Et donc cette petite voiture électrique nécessite à peu près 50 kWh de batterie. Nous, on sera plutôt à 1 kWh environ. Donc c'est 50 fois plus petit qu'une batterie d'une petite voiture électrique. C'est un vélo qui est plus confortable et plus sécuritaire. Donc on a un vélo avec un dossier, on a un vélo avec une bonne assistance électrique. Ça fait partie du confort, c'est aussi la protection contre les intempéries. Donc c'est un vélo qui est capotable. On prend les codes de la voiture, mais on n'a pas fait un vélo décapotable puisque la plupart du temps, il est ouvert. Par contre, quand il pleut, on aime pouvoir se protéger et donc venir capoter ce vélo. Et la sécurité, notamment quand on est en présence de routes avec, ou en tout cas de zones où on a peu d'aménagements cyclables, la protection, elle passe notamment par le fait d'être plus imposant sur la route. Ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, le fait d'avoir un vélo plus large, ça rend le vélo plus visible et surtout, ça va permettre aux véhicules motorisés d'envisager des dépassements en respectant, par exemple, les distances de sécurité qui sont d'1 mètre en ville et d'1,50 mètre en dehors. Alors, on a déjà une 50aine de personnes qui ont payé de manière symbolique le premier mois de location. Donc, on sait dire, puisque je les ai quasiment tous, toutes et tous eu au téléphone, donc je sais à peu près dire à quoi ils ressemblent, comment ils vivent, où ils vivent. Donc ça, c'était dans le cadre de notre étude de marché très concret, très pragmatique, de pouvoir discuter, dialoguer avec ces finalement premiers clients. Et pour les décrire de manière un peu plus générique et globale, on aime parfois les appeler néo-ruraux. Pas forcément pour vouloir dire qu'ils sont nouveaux installés à la campagne. Par contre, c'est plutôt dans l'état d'esprit, voilà, de vouloir se rapprocher de la nature, être donc conscient bien évidemment des enjeux écologiques. Maintenant, j'ai tendance à penser que c'est pas par conscience écologique qu'on va acheter un produit, et à l'inverse, c'est par conscience écologique qu'on ne va pas acheter un produit. Et donc, nous, on s'inscrit aussi là-dedans. On propose la possibilité en fait, de louer ce vélo plutôt que de l'acheter. On se dissocie un peu du concept de propriété, qui est finalement un peu remis en question parfois quand on parle d'écologie, quand on regarde un petit peu les différents enjeux de ce point de vue-là. Et cette location longue durée, elle permet plusieurs choses. Alors nous, en tant que fabricant, on va vendre ces vélos, bien entendu, mais aux collectivités. Et donc, on va le proposer, et on le propose déjà aux collectivités, dans le cadre d'un service de location longue durée. Ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que les personnes ont quelque part un prix facial qui est beaucoup plus faible que s'ils devaient acheter ce vélo, qui coûterait en fait à peu près le prix d'une voiture d'occasion. Et malgré tout, je pars du principe que quand on veut acheter un vélo, on finit pas par acheter une voiture, mais malgré tout, on compare les choses. Et donc, avoir une solution vélo qui est aussi chère qu'une voiture d'occasion, c'est pas acceptable pour peut-être 99% des gens.
Donc la location, elle permet déjà, dans un premier temps, de baisser finalement ce prix d'achat et le passage à l'acte vers une transition vers le vélo. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est qu'elle nous permet, c'est un peu ce que j'appelle notre garantie durabilité. Proposer un vélo en location, c'est aussi s'engager sur la qualité de ce qu'on propose, puisque finalement, on a un intérêt direct économique à ce que ce vélo soit durable. Et donc, c'est indirectement, finalement, notre façon de dire, on propose ce vélo en location parce qu'on s'est assuré qu'il était durable. Les autres bénéfices, c'est aussi que j'ai tendance à penser qu'on risque d'avoir moins de vols sur un vélo loué, tout simplement parce qu'il n'y a pas de valeur à la revente. Ça peut paraître un peu bête et peut-être un peu naïf de ma part, parce que de toute façon, il y aura des vols. Mais globalement, je pense que ça permet, en tout cas, de réduire un petit peu la pertinence de cet acte-là. Alors, je précise quand même que ce vélo n'existe pas encore. Aujourd'hui, la cinquantaine de personnes que j'évoquais ont aujourd'hui finalement acheté le premier mois de l'occasion d'une image de synthèse. Donc le vélo aujourd'hui est en train de sortir de nos ateliers. Normalement, fin mars, on pourra rouler avec ce vélo pour la première fois. Je suis très impatient de ça. Donc non, aujourd'hui, effectivement, ces premiers, on peut les appeler clients ou pré-clients, peu importe. C'est des gens qui sont en recherche d'une nouvelle forme de mobilité, qui hésitent à passer au vélo parce qu'ils ont plein d'a priori, parce que le vélo n'est pas forcément adapté sur leur trajet, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité à utiliser le vélo sur leur trajet. Et donc nous, on va les accompagner déjà même avant, en fait, qu'ils décident d'acheter et de vouloir louer ce vélo-là. On va les accompagner aussi sur leur montrer quel pourrait être leur trajet, pour leur donner envie, en fait, aussi, de se projeter dans l'usage d'un vélo. Le trajet type d'un vélo en dehors des grandes villes, globalement, c'est un trajet qui fait moins de 10 km. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'ils sont nombreux, ces trajets quotidiens, à faire moins de 10 km, y compris en dehors des grandes villes. D'ailleurs, de manière assez contre-intuitive, les gens en fait autour des grandes villes, en périurbain, font souvent plus de kilomètres en moyenne que des gens en zone rurale. Donc c'est des gens qui qui ont envie de s'y mettre, qui ont envie, mais pour qui il manque une solution adaptée à leur territoire. Et cette solution-là, c'est justement un vélo plus confortable et plus sécuritaire. Mais ça passe aussi, comme je le disais, par le trajet en lui-même. Aujourd'hui, un vélo à 4 roues, théoriquement, n'a pas le droit aux pistes cyclables. Il a le droit aux voies vertes, mais pas aux pistes cyclables. Pourquoi ? Parce que justement, il a 4 roues. Dans le code de la route, on est bien défini comme un vélo, mais un peu plus loin dans le code de la route, on est défini comme interdit de pistes cyclables, puisque les pistes cyclables sont autorisées aux vélos à 2 et 3 roues. Voilà, donc ça, on pense que ce sont des choses qui vont changer. Être entrepreneur, c'est aussi rêver, c'est aussi imaginer le futur. Et penser qu'on interdise à des vélos des pistes cyclables, moi, ça ne me semble pas envisageable, donc on continue d'avancer. Sur ces sujets-là, en fait, on a aussi cofondé une association qui s'appelle Aveli, donc c'est l'association des acteurs des véhicules légers et intermédiaires. Et donc, cette association a notamment un travail de lobbying à faire pour finalement faire évoluer aussi ce code de la route. C'est un peu plus large que la simple solution vélo. Les véhicules intermédiaires, globalement, c'est ce qui se passe entre un gros vélo ou un vélo dont on a augmenté l'usage et une petite voiture. Donc, c'est ce qu'on appelle les catégories L. Et donc, il y a tout un tas de chiffres, de L1 à L7, pour définir tout ce qui, en fait, n'est pas encore une voiture, globalement. L'objectif, c'est souvent, en fait, des véhicules plus sobres. Voilà. Donc, soit on a augmenté l'usage du vélo pour remplacer la voiture, soit on a fait en fait des voitures beaucoup plus petites, donc beaucoup plus sobres. Si on permet et si on favorise finalement vers un travail de lobbying à alléger certaines normes, certaines bizarreries, encore une fois, du code de la route, on va permettre et on va aller vers une mobilité plus sobre, puisqu'on aura globalement rétréci nos voitures ou permis à plus de gens de faire du vélo. Au-delà de tous les bienfaits, on va dire écologiques, de remplacer sa voiture par un vélo sur ses trajets quotidiens, que ce soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'utilisation, mais aussi à la fabrication de ce véhicule, que ce soit la réduction des matériaux et l'extraction des ressources que l'on va utiliser pour sa fabrication, la réduction des polluants, que ce soit de la pollution de l'air, mais aussi de la pollution sonore dont on parle peu. On s'éloigne de la sédentarité en fait en faisant du vélo. Et j'aime bien montrer par une image assez simple qu'on est dans un monde assez paresseux, en tout cas qui est devenu paresseux de ce que j'en observe. Bien sûr, ça reste très biaisé et très petit comme façon d'observer les choses, mais j'aime bien donner cet exemple de l'escalator. Pas l'escalator qui monte, mais l'escalator qui descend. Et regardez le nombre de gens en fait qui se contentent de se laisser porter par cet escalator. Ça permet juste d'illustrer ce monde que j'appelle de plus en plus paresseux. Et l'objectif, c'est pas que, encore une fois, tout le monde se mette à faire du vélo. Encore une fois, ça dépend beaucoup de la distance. Mais je pense que se remettre en mouvement, revivre son trajet, le vélo permet ça.
va proposer effectivement le vélo à des utilisateurs finaux, mais on le fait au travers de collectivités. Ces collectivités, alors il y a plein d'acronymes, ça peut être des PETR, des Comcom, des CA, des comités d'agglomération, j'en ai encore plein d'autres dans ma besace. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des agrégations de plusieurs communes. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt, c'est que la commune, en fait, c'est une échelle trop petite pour nous, en tout cas en zone rurale. Par contre, l'intercommunalité, comme on a tendance parfois à l'appeler, c'est une échelle qui est parfois beaucoup plus pertinente pour proposer justement des services de location longue durée, par exemple de vélo. Nous, les collectivités qui aujourd'hui sont intéressées par la solution Bob, ce sont justement des collectivités qui ont déjà mis en place en fait, des services de location longue durée de vélo et qui souhaitent en fait, finalement élargir leur offre. Elles ont proposé déjà des services de location longue durée de vélo puisque ça permet, et elles l'ont mesuré, de remplacer en grande partie des trajets voitures. À l'inverse de la ville, en fait, où on va parfois en fait, remplacer le métro par le vélo. Et ça, d'ailleurs, d'un point de vue gaz à effet de serre, c'est pas forcément positif. Le métro a un meilleur bilan carbone que le vélo sur l'ensemble de son cycle de vie. Et donc, en dehors, vu qu'il n'y a pas de métro, de toute façon, on va plutôt avoir tendance à remplacer la voiture. Permettre à des gens d'envisager le vélo, c'est une bonne chose dans ces endroits-là. L'intérêt d'avoir un vélo comme Bob, c'est de pouvoir justement adresser une autre cible plus large qui justement n'a pas encore osé se mettre au vélo via ce service-là. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est que pour que la solution de vélo soit pertinente, il faut soit donc un aménagement. Donc ça arrive, notamment il y a des voies vertes, parfois des bandes cyclables qui sont, on va dire, agréables à utiliser. Mais la plupart du temps, il faut plutôt aller en dehors des sentiers battus, comme on le dit. Donc c'est des chemins, c'est des routes secondaires. Et ça, en fait, un automobiliste, on va dire lambda, qui s'est jamais véritablement projeté dans l'usage du vélo, il va pas forcément les connaître. Et nous, notre enjeu, au-delà de proposer un vélo, c'est de montrer qu'il existe des itinéraires qui sont en fait favorables à l'utilisation du vélo et qui sont en fait même défavorables à l'utilisation de la voiture. J'ai tendance à penser que le pire trajet voiture, c'est le meilleur trajet vélo et inversement. Et nous, la première chose qu'on fait dans le trajet de type, c'est de regarder la distance et ensuite de regarder finalement l'itinéraire. Pour identifier son itinéraire type, donc en dehors des grandes villes, encore une fois, on peut utiliser ce qu'on appelle les GPS vélo. Donc on a des GPS qui sont vraiment faits pour la voiture. Ils sont normalement aussi paramétrés pour pouvoir être utilisés sur du vélo, mais bien évidemment, ils ne sont pas forcément les plus pertinents. Il existe des GPS comme GeoVélo qui sont vraiment dédiés, comme son nom l'indique, au vélo. Ces GPS ont la particularité donc, de proposer des itinéraires qui sont au choix, en fait, soit le plus court, soit le plus agréable, soit même l'itinéraire touristique, donc qui va potentiellement vous faire des détours. Ça peut être agréable, par exemple, le week-end, un peu moins pour aller au travail, et encore que à voir. Mais globalement, voilà, on a plusieurs options, en fait. Et ensuite, c'est des GPS qui connaissent beaucoup mieux, de manière plus fine, justement, les itinéraires qu'on peut emprunter à vélo. Par exemple, un GPS voiture va pas connaître les sentiers, va peut-être pas connaître certains chemins, puisque, encore une fois, le chemin en voiture, c'est pas intéressant. C'est un endroit où on va pas rouler vite, où on va être secoué dans tous les sens. Alors qu'à vélo, ça peut devenir pertinent à partir du moment où justement on a un vélo qui est adapté par exemple au fait de pouvoir rouler sur chemin. Donc Bob, il est fait pour ce qu'on appelle les trajets quotidiens. Les trajets quotidiens, c'est effectivement principalement pour aller au travail. Sauf que quand on va au travail, on peut aussi avoir besoin parfois de déposer ou de récupérer un enfant. On peut avoir besoin d'aller faire un brin de course, etc. Parfois à l'aller, parfois au retour. Nous, l'objectif, c'est justement de dimensionner un vélo qui permette de faire tout ça. Donc, on va pouvoir parfois mettre 1 ou 2 cabas, 2 sacs de courses. Alors, c'est pas pour faire les courses de la semaine, c'est pour faire des petites courses, on va dire, d'appoint. Et on peut aller jusqu'à 2 enfants. On peut également mettre un deuxième adulte à l'arrière de ce vélo pour justement étudier un peu toutes les configurations. Ça peut être pour déposer quelqu'un à la gare, par exemple. Mais globalement, au quotidien, 95% du temps, de toute façon, on va être seul sur ce vélo. Les 5%, ça va être pour aller amener l'enfant à l'école. Quand je parle en pourcentage, c'est en distance parcourue. Puisque par exemple, on va déposer un enfant à 1 km et puis on va finir les 5 ou 6 km qui nous restent pour aller au travail, par exemple. Et sur le retour, peut-être que c'est pas nous qui allons nous occuper des enfants et on va pouvoir aller récupérer quelques courses. Donc il y a 2 façons de voir ce vélo cargo quadriporteur. Soit on le voit comme un vélo, soit on le voit comme une voiture. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir en fait aussi la possibilité de le garer comme un vélo. Maintenant, ça reste un gros vélo. Mais c'est déjà un souci, par exemple, dans les grandes villes, pour stationner des vélos cargo. En dehors, ça peut parfois, mais il faut regarder au cas par cas, pas forcément poser de problème. Puisque, par exemple, on va le stationner sur le trottoir, mais il y a des endroits en fait, où il n'y a pas de trottoir. Donc, de toute façon, ce sera pas un souci. Mais donc, ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, dans
les codes de la voiture et l'état d'esprit du vélo. Donc on peut continuer à l'utiliser un peu comme une voiture et se mettre sur une place de parking et le sécuriser bien entendu, mais on peut aussi l'entrevoir comme un vélo et le stationner avec sur un arceau vélo à partir du moment où il y a suffisamment d'espace pour le mettre et donc l'attacher avec un antivol comme un vélo tout à fait classique. Aujourd'hui, on est en contact avec plusieurs collectivités, une dizaine, qui sont intéressées en fait pour expérimenter avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul vélo. On ne va pas pouvoir le vendre, sinon on n'aura vendu qu'un seul vélo. Donc ce serait un peu bête d'un point de vue commercial. Par contre, ce qu'on peut vendre, c'est des expérimentations. Et donc les expérimentations, on veut les faire avec ces collectivités-là, qui sont en fait finalement nos futures clientes. Donc l'objectif, c'est dès cette année, à partir du mois d'avril et mai, expérimenter, pouvoir faire tester ce vélo en fait à leurs habitants. Donc nous, on va se déplacer. Alors, on va sillonner peut-être pas toute la France, mais en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on a déjà des collectivités intéressées, en Bourgogne également. Et donc l'idée, c'est de se déplacer dans ces collectivités avec ce seul vélo, en tout cas pour 2024, pour permettre à des gens de tester, d'expérimenter la prise en main de ce vélo-là. Sachant que l'objectif pour nous, c'est de revenir en fait l'année suivante dans ces mêmes collectivités qui nous auront fait confiance, qui ont finalement fait un peu un pari avec nous pour expérimenter cette nouvelle forme de mobilité, de revenir donc en 2025 avec cette fois-ci plutôt 4 ou 5 vélos, où là on va expérimenter plutôt le service de location dont je vous parlais tout à l'heure. On a commencé par un rêve et j'aimerais terminer aussi par un rêve. Le premier, c'est qu'effectivement, nous, on a envie que Bob soit vu comme un vélo de transition. On n'a pas vocation à vendre des Bob partout dans le monde et que ce soit la nouvelle norme vélo, pas du tout. Le vélo, il existe depuis plus longtemps que la voiture et il est bien comme il est. Par contre, on sait qu'il n'est pas suffisant pour plein d'usages. Et nous, on a envie finalement d'élargir l'usage du vélo, permettre à plus de gens de se mettre finalement au vélo et donc d'avoir envie de le faire. Ça, c'est le premier rêve que je pourrais avoir. Et ensuite, encore une fois, parce qu'on entreprend, on est aussi rêveur, je pense. J'ai aussi parfois tendance à penser que, par exemple, les aménagements cyclables ont vocation à disparaître. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, les aménagements qui existent dans les grandes villes sont là pour finalement séparer les flux motorisés des flux vélos. Et donc, théoriquement, si un jour on arrive à offrir suffisamment d'alternatives à la voiture, cette voiture-là, elle va être vraiment très minoritaire. Et parce qu'elle sera minoritaire, on pourra se permettre de rouler avec elle beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. La ville de demain, elle est forcément plus cyclable, elle est plus marchable et elle est plus agréable. On n'a pas peur de traverser, on n'a pas peur de se faire renverser. On se déplace avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis fondamentalement convaincu que si les gens avaient le choix, ils ne choisiraient pas la voiture, ils choisiraient de marcher. Ça, je suis absolument convaincu. Alors, il y en a d'autres qui choisiraient de faire du vélo, mais je pense que si on posait la question à n'importe quel automobiliste, si on t'enlève toutes les contraintes liées à la voiture, je pense que les gens aimeraient marcher. Donc je pense que plus de marche, plus de vélo dans une ville, ça pourrait être quelque chose de pas mal pour l'avenir. Ouais. Pour toutes les auditrices et tous les auditeurs qui n'ont pas encore envisagé la solution vélo, et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est justement de l'envisager. Pour ça, de manière très pratique, essayez de regarder quel serait votre itinéraire vélo, notamment en utilisant autre chose que Google Maps ou Waze, qui sont plutôt câblés voiture. Déjà, vous allez pouvoir peut-être constater que la distance est plus courte que celle que vous avez en tête. Déjà parce qu'il suffit, par exemple, de prendre le périphérique pour souvent se rendre compte qu'on fait des distances plus grandes. Donc ça, c'est pour ceux qui habitent notamment dans des grandes villes, mais aussi pour des petites villes, ça fonctionne. Donc on a souvent en fait un trajet qui est plus court que ce qu'on pense. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est d'une part peut-être regarder cette fois-ci des images, par exemple sur Google Street Map. Alors parfois, si c'est des sentiers ou des chemins, la Google Car n'est pas passée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est regarder, entre guillemets, à la croisée des chemins, à quoi peut ressembler justement ce chemin-là qu'on vous propose d'emprunter. Et ensuite, de toute façon, la meilleure des choses que vous pourriez faire, c'est d'enfourcher un vélo. Donc soit vous en avez un, très bien, vous le dépoussiérez s'il dort dans le garage, ou vous l'empruntez à quelqu'un. Je suis sûr que vous trouverez un voisin avec un vélo sans souci. Et donc, vous allez faire ce trajet-là, pas pour me faire plaisir, mais pour vous rendre compte de ce que c'est que de faire du vélo, et vous le ferez un samedi ou un dimanche, sans la pression d'arriver en retard, sans la pression d'arriver peut-être transpirant ou d'avoir crevé, peu importe, toutes les appréhensions que vous pourrez avoir. Faites-le un jour de beau temps, en tout cas un jour où vous ne travaillez pas, pour découvrir ce que pourrait être votre mobilité quotidienne à vélo.
Retrouvez tous les épisodes d'On the Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt.